Sunday Night Production. Quand je passe la ligne d'arrivée, je suis à poil, quoi. J'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Et je crois que pour l'instant, c'est ça ce que je recherche. C'est pas de repousser le temps d'effort, c'est pas de repousser le kilométrage ou quoi que ce soit. En tout cas, en course à pied. Mais ouais, c'est vraiment de me dépouiller sur un type de parcours, sur un truc qui est technique. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Élie Besson-Piton aujourd'hui. Salut Élie. Salut. Je suis très heureux de te rencontrer. On s'est déjà croisés, mais de te rencontrer de manière digitale aujourd'hui. Et la première question que j'ai envie de te poser avant de rentrer dans la discussion, c'est les personnes qui suivent l'actualité au moment où on enregistre cet épisode, puisque cet épisode va être diffusé mi-juillet, mais au moment où on enregistre, Élie revient tout juste sur les sentiers, puisqu'il était blessé. Donc la question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va ? Comment va ta cheville ? Ça va mieux. Ça va mieux qu'il y a un mois, je t'avoue. Grosse frayeur sur les sentiers corses, sur la première étape des Golden. À 200 mètres de la ligne, j'y ai laissé ma cheville. Du coup, un petit arrachement osseux pour pimenter un peu le début de saison. Donc non, ça va mieux maintenant, je t'avoue. Bon, tu nous raconteras la blessure, mais moi je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi. On va rembobiner comme je le fais systématiquement l'histoire. Et la deuxième question que j'ai pour toi, Élie, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les auditrices et auditeurs ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Oula, faut que je réfléchisse un peu. D'où je viens? Je viens des Pays de la Loire. Je suis né à Nantes il y a 27 ans maintenant. Ah, je m'appelle Elie aussi. Je suis né à Nantes. J'ai habité pendant une grosse dizaine d'années du coup dans les Pays de la Loire, loin des montagnes, mais on y allait de temps en temps en vacances avec mes parents. Ensuite, on a déménagé en Ardèche avec ma mère. C'est un peu là-bas que j'ai commencé vraiment à faire des sports outdoor. Euh, Depuis tout petit, je passais beaucoup de temps dehors. J'ai plus poncé les pneus de mon vélo que le canapé et la télé. J'étais tout le temps à faire des sauts en VTT, à faire le plus long dérapage possible, à faire des constructions dans le garage, enfin, des trucs un peu farfelus, mais qu'un enfant, en tout cas moi ça me plaisait bien. Du coup après on est parti en Ardèche, au collège, lycée, j'ai commencé à me mettre au vélo. J'ai fait quelques compètes. Ensuite, le vélo en cadet junior, surtout en junior, si tu roules pas tous les jours, tu te fais vite décrocher du pack. Donc, je me suis vite fait décrocher du pack en junior. C'était pas que des bons souvenirs. Et en fait, un peu à la même période, j'ai découvert l'UNSS, du coup, au lycée. Et là, ça m'a permis en fait, de connaître plein de sports différents, de pouvoir mixer. En fait, on faisait du run and bike, du duathlon, les crosses, le VTT. Et en fait, on a passé plus de mercredis en compète UNSS que vraiment en cours, je crois. Moi, ça m'allait bien, je t'avoue. Euh, et en fait, c'est là que j'ai commencé un peu à mettre quelques dossards en trail. Et depuis, j'ai mordu, hein. C'est vrai qu'il y a un point de bascule pour beaucoup, notamment sur le podcast Ultra Talk, s'exprime sur le collège et ce fameux cross du collège qui nous a tous tant marqués. Je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs, mais c'est vrai que les générations qui passent sur le podcast Ultra Talk, le fameux cross des collèges en a marqué plus d'un. Toi, c'est pas le cross du collège qui t'a marqué, c'est le cross du Mont Blanc. Alors on va en parler, mais juste revenir sur la période vélo. Tu as fait du vélo en compétition. Est-ce que pour toi c'était un loisir ? Est-ce que c'était une passion ? Est-ce que c'était un sport dans lequel tu voulais performer ? Dans quelle mesure est-ce que tu pratiquais le cyclisme alors que tu étais junior ? En tout cas, avant tes 18 ans. Au tout début, c'était un jeu.
en fait, c'est un copain du collège qui me dit, ouais, Ellie, au club, on organise un stage et tout, tu veux pas venir, ça va être chouette. Bah ouais. Et en fait, bah moi, j'avais jamais fait plus d'une heure de vélo, mais de vélo comme ça pour m'amuser. En fait, j'ai débarqué là-bas, bah, une semaine de stage de vélo dans un club. Ah, c'est pas que de l'amusement, hein. Donc, Je donc, je confirme. faisais souvent le début des sorties et je faisais souvent la fin des sorties dans la voiture. Bon, en tout cas, le vélo fait partie toujours de ta préparation et de ta passion pour le sport outdoor, hein. Suivre Ouais, ton fil d'Insta, et on voit bien que le cyclisme en fait partie. Tu as d'ailleurs participé à une très très belle épreuve en début d'année, hein, la Santa Val, je ne sais pas comment on peut vraiment la prononcer, pardon. Mais voilà, c'est une épreuve que j'ai moi-même cochée dans mon calendrier dans les années à venir, parce que j'aimerais bien participer à cette ambiance du gravel en début de saison pour lancer la saison. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, il y a un cross qui a été déterminant pour toi, c'est le cross du Mont Blanc en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé à cette occasion, puis qu'est-ce que ça a généré derrière? le cross du Mont Blanc, ça faisait déjà une petite année que je courais. J'avais déjà mis peut-être 2 dossards en trail avant. Et en fait, bah, quand t'es jeune, t'es souvent inspiré par des personnes. Moi, ça a été dans le sport, ça a été par des athlètes, bah, notamment par Kylian Jornet. Et Cross du Mont Blanc, en fait, c'était pour moi un peu la course enfant du marathon du Mont Blanc. Et le marathon du Mont Blanc, bah, c'était un peu, bah, c'est à Chamonix, donc c'est la mecque du trail. Et en fait, bah ouais, on pouvait faire comme les grands. C'était un peu ma manière de mettre un pied dans le vrai trail, on va dire. Euh, les courses à saucisson, c'est bien, tu peux faire des podiums. Et quand tu arrives sur des crosses du Mont Blanc, tu te prends quand même une sacrée fessée. Et déjà d'arriver avec la première femme, c'était déjà vraiment chouette. Et en fait, c'était vraiment le déclic pour le coup. Et en me disant, c'est ça ce que je veux faire. C'est le vélo, c'est trop cool. Je suis pas sûr d'en faire mon job, mais par contre ça, le trail, me mettre carton pendant 2, 3, 4 heures en montagne, ouais, c'est ça ce que je veux faire. Et en fait, bah, ça a été vraiment le gros déclic. Et, et, euh, et derrière, ce qui est paradoxal dans ce que j'ai pu lire dans les différentes interviews, c'est que tu as manifesté, tu faisais partie d'un club à un moment donné, alors c'est peut-être pas juste après, mais tu faisais partie d'un club d'athlétisme où donc bah, tu enchaînais les tours de piste. Tu as manifesté ton envie d'aller t'entraîner ou d'aller faire des compétitions sur le trail, et à ce moment-là, personne n'a voulu t'entraîner. Ouais, bah, c'était du coup juste avant. Euh, et en fait, bah, ouais, le trail, j'avais quoi, 16, 17 ans, bah, tu verras plus tard. Là, tu fais de la vitesse, tu fais un peu de piste, tu fais les crosses, et puis ouais, le trail, tu verras dans 4, 5 ans. Et en fait, moi, non, je veux en faire maintenant, je veux être bon maintenant, et ouais, vas-y, on y va, quoi. Et du coup, ça a été un peu la douche froide, et je me suis de mon côté, et bah, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé, effectivement. Moi, j'ai regardé, alors, quand j'ai comme ça des échanges avec des trailers, bah, je vais sur le ranking du l'UTMB World Series qui répertorie sur fonction des distances bah, le parcours du sportif, c'est la distance, le dénivelé sur lequel il est engagé, son temps, les classements. Et ce qu'on peut voir effectivement, c'est que bah, c'est performant, quoi. C'est performant, ça court bien, ça court vite. Et sur les distances, qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui, Ellie? Est-ce que c'est des distances plus courtes pour qu'elles soient plus intenses, ou est-ce que sur des distances plus longues pour que ce soit un petit peu aussi un voyage à travers l'épreuve qui ne pourrait être en fait qu'une excuse pour justement partir dans des paysages à la découverte de la nature, quoi. Bah, au début, toujours un peu sous la même influence, on veut très vite faire du long. J'ai eu l'occasion de faire du long, et maintenant, pour les quelques années à venir, c'est vraiment sur du plus court que je veux être. En fait, tu vois, même pas plus tard qu'à l'automne dernier, j'étais sur l'Ultra Pyrénéo, donc au nord de l'Espagne, en Catalogne. Et en fait, donc c'était un 100 km à peu près, 110. Et en fait, au bout de 7 heures de course,
J'étais dans le groupe de tête avec des meilleurs coureurs en Europe. Et en fait, je me faisais chier. J'étais dans le trio, dans le top 5. Et en fait, je me faisais chier au bout de 7 heures de course. Et parce qu'en fait, ça commençait à être dur. Je commençais à être fatigué. T'as mal aux jambes. Et en fait, c'est pas ça ce que je recherche avec un dossard pour l'instant. Et donc non, je te dirais que pour l'instant, les distances, c'est vraiment jusqu'au marathon ou peut-être jusqu'à un 70 km dans l'année pour aller chercher un peu plus loin, aller chercher des sensations différentes. Mais vraiment, ma distance de prédilection pour l'instant, c'est plutôt le format entre 30 et 40. Intéressant, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a eu dans ce que j'ai pu voir, tu as terminé effectivement des 100 km, d'ailleurs, à chaque fois, très performant, mais de par le parcours, on voit bien qu'effectivement, toi, tu recherches effectivement les distances qui peuvent être équivalentes du marathon et sur des distances qui tournent autour, allez, entre 5 et 7 heures. C'est à peu près là où tu te sens le plus à l'aise. Ouais, il peut y avoir 1 heure et demie de plus que 7 heures, comme à la Restonica l'année dernière. Mais c'est vrai que passer ça, Et c'est quoi selon toi? C'est quoi? C'est arrivé à un moment donné, tu trouves plus les réponses au fameux qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi je fais ça? C'est que tu n'as pas encore les réponses à ces questions-là quand tu fais du long? ou en tout cas, c'est pas ce que je cherche maintenant. Alors qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui, Eddie? Tu es dans une phase d'aujourd'hui. Pourquoi tu fais du trail? Aujourd'hui, je fais du trail pour la compétition parce que je me rends vraiment compte que c'est quelque chose qui m'anime, d'aller au fight, de courir vite, de repousser un peu ces espèces de limites de vitesse entre le ratio kilomètre dénivelé. Alors, bien sûr, c'est à mon niveau, hein. On parle pas des chronos de Rémi Bonnet sur des marathons de Mont Blanc ou quoi. Mais ce qui veut dire que tu es vraiment drivé par le ranking en fait. C'est ça? C'est quoi? C'est le temps qui t'importe? C'est le classement? C'est de donner tout ce que j'ai à donner sur un type de parcours. C'est quand je passe la ligne d'arrivée, je suis à poil, quoi. J'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Et je crois que pour l'instant, c'est ça ce que je recherche. C'est pas de repousser le temps d'effort, c'est pas de repousser le kilométrage ou quoi que ce soit. En tout cas, en course à pied. Mais ouais, c'est vraiment de me dépouiller sur un type de parcours, sur un truc qui est technique, parce que j'aime le technique, j'aime jouer dans le technique, mais c'est pas d'aller chercher toujours plus long. Intéressant. Intéressant pour définir quel athlète Ellie, je pense que tu nous as donné les réponses. Et puis, effectivement, le cross du Mont Blanc a été un virage. Tu t'es mis effectivement focus sur le trail et on connaît la suite, hein. Et aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est quand le smartphone, le téléphone sonne et qu'on te demande ou qu'on t'annonce, je sais pas, c'est toi qui vas nous le dire, que tu fais partie de la team Salomon. Euh, je t'avoue que je commence peut-être seulement à vraiment, je sais pas si c'est me sentir légitime, ou en tout cas à me dire, ok, en fait là on rigole plus, euh, c'est plus tout le temps du sport plaisir, mais on est pro quoi. Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur? Ouais, je pense. Après, depuis, enfin, si, peut-être un peu depuis toujours, mais ouais, tu vois, quand les premiers contacts avec, avant c'était Jean-Michel et même avec Xavier, qui est maintenant notre nouveau team manager, au début, ouais, c'est Salomon, quoi. Enfin, moi, quand j'ai commencé à courir, Salomon, c'est, Alors même moi qui cours pas, hein, même moi qui cours pas, Salomon, ouais, waouh quoi, tu vois, ça, ouais, ça envoie, ouais. ça pèse dans le game, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et du coup, non, aujourd'hui, c'est une très, très grande fierté. Je suis vraiment fier de représenter Salomon. Ça fait pas courir plus vite. Ça, par contre, faut vraiment. Je pense que j'en ai été conscient dès le début, de par mes expériences passées. Mais de courir avec marqué Salomon sur le maillot, ça fait pas courir plus vite. Donc après, le taf, c'est à toi de le faire à l'entraînement avant. Le job, faut le faire sur la course. Mais je suis trop fier d'être dans cette équipe, d'être entouré
d'athlètes bah, voilà, comme Thibaut, Camille, François et tous ceux qui performent et sur du long et sur du court, où pour l'instant on n'a pas encore l'occasion de se rencontrer malheureusement, mais ouais, même dans le Team France, c'est vraiment génial le collectif qu'il y a autour du sport, de la compétition, mais aussi de l'apéro. Ça, on a quand même une sacrée équipe, je crois. C'est là, hein, en même temps, tu sais, c'est comme on dit, hein, une équipe, c'est dans le vestiaire qu'elle se consolide, Ouais, c'est c'est dans le ça. vestiaire que ça se fait. C'est pas sur l'épreuve en elle-même, c'est les à côté qui font que l'équipe, elle est solidaire, elle crée des liens, tu vois. Ah bah, je peux te dire qu'on est solidaires, ouais. Mais je reviens juste sur l'annonce. Sur l'annonce, Elie, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est toi qui es postulé dans l'équipe? Est-ce que on t'a appelé, on t'a dit tiens, est-ce que ça t'intéresserait? Mais est-ce que tu peux nous décrire le moment où on t'a dit bon, c'est bon, t'es dans la team avec nous l'année prochaine, la team Salomon France, comme tu dis, le team France. Ouais. Ça représente quelque chose, je veux dire. Alors moi, je fais beaucoup de sport, j'aime l'outdoor, je cours, mais très mal et très court, et pas très longtemps en tout cas. Mais enfin, Salomon, c'est vrai que ça, comme tu dis, ça représente quelque chose. Le fait de faire partie du team, ça vient mettre en avant tes capacités, tes compétences. Et toi, quand on te l'a annoncé, est-ce qu'il y a eu je ne sais pas si on peut dire un regain de motivation, mais est-ce que tu as dit, bon, alors là maintenant c'est sérieux, ou bah, ça me donne encore plus de motivation? Quelle a été ta réaction? Au début, tu vois, comme un peu le cliché où tu raccroches puis tu te mets 3 claques pour savoir si c'est vrai ou pas. Ça a été un peu ça. Et après, ça a été le truc où, ouais, tout ce que je fais depuis quelques années, bah, ouais, en fait, ça paye. Et ça paye. Ok, ça c'est fait. Et là, vas-y, on passe la seconde. Et puis, on avance encore, quoi. Tu l'as vu comme une récompense, enfin pas comme une récompense, hein, je me comprends, mais tu l'as vu comme quelque chose qui est venu valider des Ouais, étapes, peut-être un valider peu. un chemin. Tiens, voilà, tout ce que j'ai fait, Ouais, ok. Donc là, effectivement, quelque part, c'est reconnu. C'est ouais, reconnu par le monde du trail. ouais, la Maintenant, on reconnaissance. continue. Ouais, c'est pas forcément ce que je recherche aujourd'hui, la reconnaissance. Non, non, c'est pas ce que tu recherches, mais le fait de faire partie d'équipe est venu valider. Ouais, 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 c'est ce que je fais maintenant, c'est sérieux. Et bah, vas-y, on continue, quoi. Et qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ça a changé ton calendrier? Est-ce que si tu n'étais pas dans la team Salomon, ton calendrier de course de cette année aura été le même? Est-ce que tes entraînements sont les mêmes? Qu'est-ce que ça a changé? La couleur de mon t-shirt? Oui, d'être passé dans la team Salomon aujourd'hui, ouais. Ouais. Mais sinon, Je veux dire, il y a pas un coach qui se met assis à côté de toi et qui dit bon voilà, on va revoir ton calendrier, où est-ce que tu voudras aller, comment on peut bah, t'aider. en fait, si, mais en fait, eux, ils mettent vraiment, chez Salomon, je trouve, à disposition les choses. Ok, bah, on a un entraîneur, on a un team manager, on a un circuit de course, donc avec les Golden National. Nous, on peut faire plein de choses. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? Et comment on peut t'aider? Et en fait, ça, je trouve que déjà, il n'y a rien d'imposé. Donc, tu te sens jamais obligé de faire les choses. Donc, moins de pression, Oui, bien sûr. plus de plaisir. Tu es plus en phase avec toi-même, avec ce que tu aimes, avec ce que tu veux faire. Et en fait, à partir de là, j'ai un peu l'impression que tout est du plus. Ok, juste l'année dernière, j'ai pas eu tout le temps d'entraîneur. Là, peut-être que je vais encore progresser. Bah, on va essayer comment ça se passe avec l'entraîneur mis à dispo chez Salomon. Ça marche bien pour l'instant. Ça marche très bien avec Diego. Euh, et en fait, vraiment d'être free sur tout ce qu'on veut faire, ça apporte vraiment de la légèreté, de la sérénité. Et en fait, bah ouais, je pense que ça permet d'être meilleur finalement. Et ça veut dire que tu es rentré dans la saison 2024 surmotivé? Ouais, 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 surmotivé. Et au début, bah, tu parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. J'ai quand même eu du mal à me sentir légitime au début. Euh, Parce que bah, déjà, c'est l'hiver, donc on court moins, on est moins actif et tout ça. Mais là, maintenant, tu vois, d'avoir fait le stage, le regroupement France en Corse avec tout le monde,
bah, c'est là que tu te dis, ouais, quand même, c'est vraiment stylé. Et ok, je me sens à ma place. Et tu vois, même là, la blessure, de pas pouvoir courir pendant un mois, de savoir que bah, eux, ils étaient toujours là, recevoir des petits messages, c'est trop chou et ça fait trop plaisir. Et en fait, ça montre que pour eux, on est toujours là. Et demain, bah, même si on est toujours assis dans le canapé, bah, le mois d'après, vas-y, quand il faut retourner au charbon, ils sont toujours là et eux aussi sont toujours motivés. Et ça, c'est trop cool. Alors c'est vrai que ce début de saison, même si tu l'as commencé sur les chapeaux de roue avec une motivation euh, présente et un niveau engagé, ben, ça ne s'est pas passé comme prévu parce que la blessure, ben, on la prévoit pas, hein. On peut la sentir arriver parfois, mais disons qu'on la planifie pas dans un calendrier. Et parle-nous de cette blessure qui est arrivée il y a un mois maintenant. Alors donc là, tu es en phase de reprise. Enfin, de phase de reprise, pas du tout, hein. C'est-à-dire que tu as déjà repris les sentiers, tu es performant, mais je Faut veux pas dire... trop le dire, ça, normalement. Donc parle-nous de cette blessure et comment elle est arrivée, comment tu l'as soignée. Pour moi, ça a été un gros coup de frein à main qui n'était pas du tout prévu, bah, comme toutes les blessures, hein. Donc sur le trail Napoléon, c'était normalement une course de prépa pour Zegama, qui était le gros objectif de l'année. Donc bah, tu rentres de Corse en boitant. Tu sais que tu vas regarder Zegama sur ton téléphone ou sur ton ordi. Tu sais que globalement, tu vas passer 3 semaines à bouger entre le lit, le canapé et la cuisine. Et donc, ouais, non, ça a été vraiment un coup de bâton derrière la tête. Euh, Ça a été très, très dur mentalement les premières semaines. Mais c'est. En fait, t'as pas d'autre choix que de l'accepter. Tu sais que que ça durera pas toute la vie, que c'est une période, que, que c'est globalement un mois. Mais en fait, bah, ouais, faut essayer de s'accrocher à tout ce que tu peux t'accrocher. Et est-ce que ta blessure, Ellie, est-ce que ta blessure a changé ta programmation de course pour cette saison 2024? Ou est-ce que c'est juste une parenthèse, un coup de frein comme tu l'as dit, mais tu n'as rien changé derrière? Si du coup, il a fallu adapter on va dire ouais, le début de saison, la première partie. Normalement, il y avait Zegama, il y avait un 60 km début juillet. Bah, Zegama, du coup, bah, j'avais le pied dans la botte, donc ça allait être un peu compliqué. Faire un 60 début juillet, bah, ça veut dire qu'il faut encaisser les semaines d'entraînement. Sauf que bah, début juillet, c'était un mois après avoir enlevé la botte, donc en fait, ça aurait été contre-productif. Du coup, j'ai préféré faire sauter ces deux courses-là, faire un peu un pas en arrière. Et une fois vraiment après les bilans des médecins, aussi avec les kinés, de voir ce qui était envisageable à court terme, bah, du coup, de se reprojeter sur des nouvelles courses. Et c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi ton objectif de la saison, Ellie? C'est-à-dire que, effectivement, peut-être que cette blessure à la cheville est venue un petit peu contrecarrer tes plans. Est-ce que ton objectif de la saison reste identique? Bon, après, tu as peut-être un peu modifié l'approche, mais est-ce que l'objectif de la saison est identique? Quel est-il? Du coup, Zegama a sauté. Il y avait toujours la Mascareigne, donc c'est en octobre, à La Réunion, qui lui reste le deuxième gros objectif de l'année. Et du coup, avec un peu de recul, jouer le général sur les Golden Nationales, ça en devient le deuxième objectif. Intéressant. Intéressant. Et tout à l'heure, avant qu'on ouvre les micros, on parlait, je te posais justement les questions sur juillet, août, qu'est-ce que tu allais faire comme programme et tu m'as pas parlé du l'UTMB. Et je t'ai posé la question et pas du d'UTMB cette année. Quelle est ta relation avec l'UTMB? Ma question c'est, alors l'UTMB World Series, mais je parle surtout moi de Chamonix. Voilà, je parle de l'UTMB à Chamonix. Ça représente, quand on fait du trail, tu vois, je ne pratique pas, mais ça reste pour moi un événement. J'ai eu la chance de m'y rendre 2 années de suite. Bah, je trouve ça incroyable, hein, et je cours pas, mais pour toi qui es dans le circuit, qu'est-ce que ça représente pour toi? En fait, c'est un peu paradoxal.
Tu vois, d'un côté, il y a plein de choses qui sont, qui sont vraiment intéressantes dans ce qu'ils font. Euh, de faire un circuit un peu avec une finale. Euh, Après, aujourd'hui, personnellement, et vraiment j'insiste là-dessus parce que c'est mon point de vue et que c'est le mien et celui de personne d'autre. Euh, Moi, faire le tour de la planète pour essayer de choper des qualifs, des points, des machins, des trucs, pour ensuite aller à Chamonix à la finale à l'UTMB, courir au milieu de dizaines de milliers de personnes, bah, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si on regarde notre montagne, la semaine de l'UTMB, elle prend tarif la montagne. Envoyer des centaines de milliers de coureurs sur des mêmes chemins, ça fait mal au cœur, quoi. Enfin, moi, personnellement, ça me fait mal au cœur. Moi, la montagne, quand je vais courir en montagne, c'est pour être seul, avec des potes, de pouvoir ouais, lever la tête, observer et voir autre chose que des chemins élargis au fil des années qui maintenant font 4-5 mètres de large parce que bah, il y a il y a des centaines de milliers de coureurs qui passent une fois dans l'année à la fin août. Et ça, bah ouais, ça me fait mal au cœur, moi. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a eu pas D'un mal autre de. côté, ça permet de regrouper les meilleurs athlètes du monde entier sur une même course avec une densité folle. Ça, c'est génial. C'est difficile de vraiment prendre parti parce que Alors, sans parler, Elie, sans parler de l'UTMB proprement dit à Chamonix, mais là, c'était une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais tu as introduit un peu le sujet, c'est le trail dans sa globalité. Quel est ton avis sur cette... Alors, les pratiquants et les marques expliquent que le trail est en train d'exploser. Et moi qui suis extérieur à cette pratique et à cette discipline, pour moi, il a déjà explosé il y a quelques années, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'est déjà extraordinaire ce qui se passe dans le trail. Mais les spécialistes nous disent que non, justement, il va encore se structurer. Et qu'on est au tout début. Il n'y aura peut-être pas forcément une continuité de l'explosion du nombre de participants. Par contre, le trail va se structurer. Et toi, bah, en tant que pratiquant passionné et athlète, quel est ton avis sur ça, sur ce qu'était le trail il y a 10 ans, ce qu'il est devenu aujourd'hui et vers où est-ce qu'il va? bah, moi, quand j'ai commencé à faire du trail, donc c'était 2017, ça ressemblait pas, je trouve, à ce que c'est aujourd'hui déjà, hein. Donc, je trouve que ça a déjà explosé. Et j'espère que, enfin, ouais, que ça va pas plus exploser parce qu'en fait, bah, ça va un peu mal finir, je pense. Et ça va plus ressembler à ce que c'est vraiment. Et faire des courses de trail euh, ailleurs qu'en montagne, avec des dénivelés qui sont quasi nuls, euh, bah, ok, on fait de la course à pied, ok, on est en pleine nature, mais je suis désolé, et je m'en voulais pas, mais pour moi, c'est pas du trail. C'est pas ouais, c'est pas l'essence même du trail. On est sur la course à pied, on est sur un sport outdoor, mais c'est pas du trail avec les valeurs de montagne, avec les valeurs de respect environnementaux. Euh, Ou quand on fait des courses avec un prix de l'inscription qui va à des fois plus de 2 euros du kilomètre, je dis bah non, en fait, c'est pas ça le trail. Pour moi, le trail, c'est ok, les courses, on met des dossards, mais vendre un rein pour se payer un dossard, c'est un peu too much, quoi. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un sujet sur lequel on pourrait faire ne serait-ce qu'un seul épisode, hein. On pourrait vraiment rentrer en profondeur dans toute cette partie-là. Donc c'est vrai que ça reste un vrai sujet. Effectivement, il y a eu quand même pas mal de polémiques. Il y a eu quand même pas mal de polémiques autour de tout ça, même au niveau de certains partenaires qui étaient vraiment challengés du fait de s'associer à des trails, une marque de voiture. On va pas citer les marques, mais voilà, il y a eu pas mal de discussions autour de ça. Il y a aussi beaucoup de circuits qui se mettent en place. Et je peux comprendre maintenant que je m'y intéresse un peu plus, que je
regarde un petit peu le trail, l'évolution, comment il est structuré. J'ai ce regard aussi de passionné de sport d'outdoor, mais aussi d'organisateur. Et voilà, c'est difficile de trouver le bon équilibre, mais je peux parfaitement En fait, comprendre. je pense que c'est méga dur de trouver. Enfin, en fait, de manière générale, c'est toujours dur de trouver le bon équilibre. Chacun défend ses intérêts, ce qui va de soi. Après, c'est con, mais moi, ça fait quelques années que je vais en faire mon job. Pour en faire son job, ça veut dire qu'il faut avoir des rentrées d'argent, il faut avoir des budgets, et pour avoir ne serait-ce que des primes de course, c'est-à-dire qu'il faut que l'organisation ait des budgets pour mettre ses primes de course en jeu. Et si ça passe par des marques de voitures, bah, tu vois, d'un côté, ça s'entend aussi, hein. Et même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, au bout d'un moment, ouais, faut avoir des partenaires. On peut pas être en phase avec tout. Il y a forcément des trucs qui vont à contresens. Mais je pense que c'est intéressant de trouver ouais, le bon équilibre et l'équilibre qui, dans l'idéal, qui va et aux coureurs et aux coureurs entre guillemets de masse, le grand public, celui qui vient pour se challenger, pour ne serait-ce qu'être finisher. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, vraiment, parce que franchement, j'ai vu mon père courir il y a 15 jours, et en fait, c'est un autre monde, mais qui est fascinant. Et, bref, on s'étale peut-être un petit peu. Mais nous, athlètes, où en fait, bah, on court, mais pour la performance, pour la gagne, pour la visibilité, pour nos partenaires, pour, c'est quoi à dire, mais peut-être aussi de l'argent. Et ça, enfin, je pense qu'il faut pas se le cacher, hein. Aujourd'hui, être athlète de haut niveau, prétendre à vouloir être athlète de haut niveau, bah c'est faut payer les factures, faut payer la bouffe, faut payer en fait la vie de tous les jours. Et ça passe par des partenaires, ça passe par des primes de course, des courses qui ont des partenaires. Et c'est paradoxal, ça va parfois à contresens, mais ouais, je pense que la meilleure chose, c'est de ouais, de trouver des bons compromis dans tout ça. Ouais, c'est vrai, le fameux équilibre. Alors, c'est vrai que là aussi, j'ai peut-être ce regard d'organisateur, mais c'est vrai que quand tu discutes avec un partenaire, en fait, la question à te poser, c'est est-ce que ce deal serait bon pour moi, court terme, moyen terme, mais aussi est-ce qu'il serait bon pour mes participants? Qu'est-ce qu'il apporte à mes participants à court et moyen terme? C'est vrai qu'il y a toutes ces questions-là à se poser. Mais pour toi, Ellie, quelle est la course, quelle est l'épreuve ou quel est le sentier? Je ne sais pas ce qu'on peut dire sur ça, mais qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui? C'est quoi le projet, l'événement ou le GR où tu te dis ah, ça c'est mon kiff et je le note dans mon petit coin, dans mon petit carnet des choses que je dois réaliser, mais ça m'attire vraiment. En fait, je crois qu'il n'y a pas une seule chose qui m'attire vraiment. Il n'y a pas une course en particulier. Euh, je pense que de continuer dans la lancée dans laquelle je suis parti, d'aller chercher des courses qui me plaisent, des courses techniques, des courses un peu authentiques aussi. C'est un truc qui me fait vraiment triper et qui m'anime au quotidien dans mes entraînements. Euh, D'aller courir sur des crêtes à Madère. Euh, Bah, tu vois, paradoxalement, de franchir une ligne d'arrivée d'une course UTMB à Chamonix. Tu vois, ce moment-là, bah, même s'il y a plein de trucs sur lesquels je suis moyennement d'accord, bah, il n'empêche que ça me fait rêver quand même. Après, bah, forcément, les sentiers de la Réunion. J'ai d'ailleurs très très hâte d'y être au mois d'octobre. Et ouais, en fait, il y a vraiment plus un global, je trouve, que vraiment une finalité qui me fait rêver. Tu es inscrit au Grand Trail de la Réunion? Sur la course enfant, ouais, cette année. C'est vrai que tes paysages ont l'air superbes. Superbes. T'es déjà allé là-bas? J'ai jamais été là-bas.
les paysages, moi, à chaque fois, je me dis, mais waouh, comment c'est possible, quoi. C'est un montage ou quoi? Tu vois, c'est vraiment Moi, j'ai magnifique, l'impression que c'est un magnifique. autre monde, hein. C'est vraiment magnifique. Et puis, il y a aussi, puisque je te suis depuis quelques temps, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours beaucoup de vélos. Il y a toujours beaucoup de vélos autour de toi, dans ta préparation, parce que c'est un sport porté, donc effectivement, ça peut vous éviter les chocs, vous les trailers, et donc de potentielles blessures. Mais aujourd'hui, tu t'es orienté quand même vachement gravel, mais c'est aussi la possibilité d'accéder au sentier, à la montagne, à l'outdoor. Quelle relation tu as avec le vélo aujourd'hui, si tu la compares à la relation que tu avais avec le vélo quand tu étais en junior? Euh, je crois que le vélo, ça fait partie de moi. J'ai appris à faire du vélo sans roulette. Je crois que j'étais beaucoup trop petit. Euh, enfin, j'avais 2 ans et demi. Et en fait, le vélo, pour moi, c'était le moyen d'aller à l'école, c'était le moyen d'aller chercher le pain, c'était le moyen d'aller en cours, c'était le moyen d'aller chercher une voiture à l'autre bout de la France du jour au lendemain. C'est en plus de l'entraînement quelque chose ouais, qui fait vraiment partie de moi. Et après, ouais, pour l'entraînement, c'est vraiment un moyen très très intéressant. Bah, tu l'as dit, c'est un sport porté. Euh, c'est un moyen de faire du volume euh, sans se fatiguer, on va dire, musculairement. En fait, tu peux rentrer, faire une sortie de 8 heures de vélo, euh, et puis tu peux quand même aller faire tes courses sans avoir trop trop mal aux jambes. Et surtout, tu peux refaire la même chose le lendemain. Quand tu fais une sortie de 8 heures en trail, bah déjà, tu as du mal à aller faire tes courses. Et puis le lendemain, t'es comme ça, quoi. T'es en PLS et tu mets 3 jours à récupérer. Donc, je pense que c'est vraiment un bon moyen de faire du volume. C'est un très bon moyen de faire de la force aussi et, euh, et même de la récup en fait, hein. Bon, ça, c'est intéressant. Je voulais que tu nous partages ça. Et puis, il y a une chose dont je voulais parler, Ellie, c'est... alors, j'ai lu dans une de tes interviews, tu as partagé que tu étais diagnostiqué du trouble du spectre de l'autisme, donc un TSA. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est que bah, tu n'es plus un enfant et que tu as été diagnostiqué il y a seulement il y a quelques mois, donc un peu Ouais. moins de 2 ans, 1 an et demi. Si tu es OK pour partager ça, pour en parler, explique-nous un petit peu quel a été le cheminement pour que tu sois diagnostiqué. Parce que si il y a diagnostic, ça veut dire que tu avais, toi ou ton entourage, remarqué des choses. Et comment ça s'est manifesté? Quel a été le chemin jusqu'au diagnostic? Alors déjà, je te partage avec grand plaisir parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup libéré, ce diagnostic. Je pense que globalement, j'ai vécu plus de 20 ans, je dirais pas en enfer, mais presque. Ou en tout cas, d'avoir cette sensation de vivre un peu à côté de mes pompes, tu vois, où tu peux t'imaginer, ouais, quand tu marches, il y a tes chaussures qui marchent à côté. Euh, Depuis tout petit, j'ai toujours senti différent des gens avec qui je pouvais être. Donc, que ce soit des camarades de classe à l'école, euh, des quelques copains, copines, et bah, des gens entre guillemets normaux de mon âge, quoi. J'ai vraiment ce souvenir au lycée où en fait, bah, les quelques amis que j'avais, ils étaient tous en BTS, ils avaient tous 50 plus que moi, et c'était avec ces gens-là que je me sentais bien. Donc il y avait toujours cette espèce de décalage. Il y avait ce décalage aussi avec les profs, euh, avec mes parents, avec mes amis, avec mes petites amies. Mais j'arrivais pas à savoir le pourquoi du comment, et tous finissaient généralement mal. Les quelques jobs que j'ai eus, ça se finissait mal. Avec les profs, c'était l'enfer. C'était l'enfer sur Terre, au point où, en fait, un mois avant le bac, j'ai complètement vrillé en balançant une table qui a traversé la salle de classe.
Et, et ouais, en fait, passer ouais, 20 ans de ma vie en décalage. Et tu sais jamais trop comment l'aborder avec les proches, enfin, avec les gens de ton entourage. Parce que, en fait, bah déjà, dans le quotidien, c'est toi le problème. C'est toi qui comprends rien. Alors que pour moi, tu vois, c'est complètement l'inverse. Euh, et jusqu'au point où je pense que ça a été vraiment le point de rupture où j'ai été hospitalisé, donc en psychiatrie. Euh, j'ai été vraiment pris en charge par des gens de confiance, je pense. Parce que pour bosser en psychiatrie, je pense que il y a certains jours où il faut être bien accroché. Euh, et en fait, à partir de là, ça a été pour moi, en fait, je me suis dit, en fait, j'en avais marre de vivre comme ça, de vivre en subissant mon quotidien, en subissant en fait ma vie même. Euh, en fait, sans même trouver vraiment de sens à ça. Tu vois, je me levais le matin, mais je savais que ça allait pas bien se passer. Je savais pas pourquoi je me levais le matin. Et en fait, ouais, c'était vraiment le point de rupture où je me suis dit, non, en fait, soit je me prends en main, soit ça va vraiment se finir très mal. Et entre le moment, Ellie, entre le moment où tu vas justement te retrouver en phase de repos, où tu es hospitalisé, et le moment où le diagnostic tombe, il se passe combien de temps entre ces deux moments-là? Il se passe, euh, il se passe combien de temps? Euh, je réfléchis un peu. Je crois qu'il se passe à peu près 6 mois. 6 mois, ça veut dire que pendant ces 6 mois, est-ce qu'on t'accompagne? Alors bien évidemment, j'imagine qu'on t'accompagne, mais est-ce qu'on te donne les clés pour avoir des réponses à tes questions ou à tes interrogations ou à ton positionnement dans l'environnement social? Est-ce qu'on t'accompagne pour alors pas te dire, bah, il faut réagir comme ça dans telle ou telle situation, mais comment est-ce qu'on t'accompagne pour qu'aujourd'hui tu te sentes, tu l'as dit tout à l'heure, je me sens à côté de mes baskets, pour que tu te sentes aujourd'hui vraiment bien dans tes baskets? C'est compliqué, hein, je t'avoue. Euh, j'ai eu vraiment la sensation d'être baladé, tu vois, entre plusieurs personnes où il faut aller voir une psy. Et en fait, bah, tu vas chez un neuropsy. Déjà, pour avoir un premier rendez-vous neuropsy, il peut se passer 6 mois. Oui, c'est clair. Donc, bah, ça, tu te dis, bon, bah, ok, on verra plus tard. Donc, tu vas voir un psychiatre. Le psychiatre, bah, ouais, il te file des médocs, il te file une béquille, quoi. Donc, tu prends ta béquille tous les jours pour pas te casser la gueule. Et t'essayes un peu de survivre là-dedans. Et aujourd'hui, depuis que le diagnostic est tombé, tu disais que ça t'avait soulagé, enfin que tu te sentais bien depuis parce que ça a mis un mot sur des symptômes, sur des sensations. Et qu'est-ce que ça a changé en toi derrière? C'est que tu t'acceptes comme Euh, tu es, qu'est-ce que ça a changé? Ça a un peu fait un espèce de retour à zéro, euh, où en fait, je voulais plus essayer de rentrer dans des cases, dans une case qu'on peut imaginer la norme, mais j'ai essayé de construire ma case. En fait, tu vois, même, enfin, en ce moment, et là, mon chemin, c'est vraiment d'essayer de construire ma case avec comprendre comment je fonctionne, comprendre ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin, euh, savoir les choses dont j'ai besoin et les choses qui, en fait, ça pourra jamais marcher. Il y a des choses, ou en tout cas, faut jamais dire jamais, Ouais, mais je vois ce que tu veux mais dire. c'est Ouais. très compliqué. Euh, donc, en fait, ces choses-là, bah, je les mets de côté. Je me concentre sur qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin, pourquoi je me lève le matin,
est-ce que ce que je fais, ça a du sens pour moi? Est-ce que ça me correspond? Et est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose qui est pas adapté à moi? Et ça, c'est dur au début parce que enfin, quand tu te fais diagnostiquer à 26 ans, tu te dis, en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis, en fait, faut un peu le remettre en question, quoi. Mais c'est peut-être un pas en arrière pour accélérer derrière ou en faire deux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai oublié l'expression, excuse-moi, mais Mais en c'est fait, tu es peut-être sur une juste. route, tu te rends compte que tu n'es pas sur la bonne direction, Ouais. tu mets un grand coup de frein à main, marche arrière, et en fait, tu vas chercher la bonne route. Et donc, ouais, j'en suis là aujourd'hui. Mais ça a été vraiment libérateur et tu peux pas imaginer à quel point je me sens mieux aujourd'hui. Bon, en tout cas, voilà, j'avais envie que tu nous partages ce moment-là, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a quand Ouais, même un enfant sur 100 qui est diagnostiqué sur ce diagnostic de troubles autistiques et c'est pas, ça peut tomber sur tout le monde peut être concerné par ça. Et parfois, on peut le diagnostiquer tôt, mais aussi on peut le diagnostiquer un peu plus tard. ouais, voire Mais en très tout tard. cas, voire très tard, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient poser un diagnostic sur des Ouais, interrogations, des questions, des doutes, enfin tout ce que tu veux. Mais tant que le diagnostic n'est pas tombé, tu peux imaginer tout un tas de choses. ouais. Et là, c'est bien parce qu'au moins, voilà, t'as une partie de la réponse. Après, l'autre partie, faut la construire. Et ça, comme tu l'as dit, probablement un gros travail. Mais voilà, je voulais juste que tu t'exprimes, que tu nous partages ça, parce que j'avais trouvé très honnête et le fait de pouvoir t'exprimer sur ça. Ah ouais, et puis en fait, je trouve que tu vois, le sport, c'est un moyen de partage, un vecteur d'émotions fortes, soit sur des lignes d'arrivée, dans des coups de mou, dans des préparations et tout ça. Et je trouve que c'est aussi un moyen de partager aussi un peu toutes les emmerdes qu'on peut avoir dans le quotidien. Et ouais, pour moi, aujourd'hui, c'est important de pas me cacher de ça parce qu'en fait, ça fait partie de moi et que je pense aujourd'hui qu'il y a plein de gens, enfin même j'en suis sûr, qui en souffrent au quotidien, dans le sport ou pas dans le sport. Et en fait, je pense que plus on arrive à en parler, à un peu enlever cette barrière, cette peur en fait, de ce handicap, hein, parce que c'est vraiment un handicap, même s'il est invisible. Euh, et je pense que ouais, si ça peut aider une, deux personnes, 15 personnes, 100 personnes, franchement, c'est génial. Quand tu dis c'est un handicap, Ellie, c'est-à-dire que le fait d'avoir été diagnostiqué, ce trouble rentre dans la case handicap. Ouais, ouais, c'est vraiment un handicap. Et Est-ce que ça a changé des choses, Ellie? Est-ce que ça a changé des choses en toi? Est-ce que ça a fait bouger des choses en toi? Le fait que toi, Ellie, en fait, aujourd'hui, de par les symptômes que tu avais, un médecin ou le corps médical te dise ce dont, enfin, je ne sais même pas si on peut dire ce dont vous souffrez. En tout cas, c'est un handicap, c'est ce qu'on appelle le fameux handicap invisible. ouais, ouais, après, tu vois, j'ai 27 ans, ça fait 27 ans que je suis le même, hein. Je suis la même personne, on m'a pas changé le cerveau, on m'a pas changé un poumon, on m'a pas changé les jambes. Euh, c'est juste comprendre en fait un fonctionnement. Et moi, je sais maintenant que j'ai un fonctionnement qui est différent d'une personne normale. Euh, c'est pas ordinaire, c'est extraordinaire. Euh, et voilà, pour moi, c'est une évolution et c'est une évolution dans la connaissance de moi, on va dire. Après, oui, bien sûr, c'est un handicap dans le quotidien. Moi, je te fais pas de schéma de ce que ça peut représenter sur une journée. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est un handicap. Ouais, merci pour ta sincérité. Où est-ce que les auditeurs peuvent te suivre, auditeurs et auditrices? Où est-ce que
Où est-ce qu'on peut te suivre aujourd'hui, où tu retraces et tu partages ton actualité? Sur Instagram, hein. Sur Instagram? Ouais. Facebook, je suis plus trop dessus. Mais ouais, je me concentre vraiment sur Instagram. J'essaye de partager les choses comme elles sont dans la vie d'un, d'une personne comme la mienne. Donc on a expliqué, hein, tu étais membre de la Team Salomon France, Team France, mais est-ce que tu travailles avec d'autres marques, d'autres partenaires aujourd'hui qui t'accompagnent dans ta passion? J'ai d'autres petits partenaires comme Coros, donc les montres, et NAC pour tout ce qui est nutrition. Bah, écoute, on passe le bonjour à William, qui sera Yes. d'ailleurs, qui est en France d'ailleurs, hein. Je crois qu'au moment où sort l'épisode, logiquement, j'ai déjeuné avec lui hier. Tu vois, c'est un peu retour dans Pas le mal. futur, c'est un peu retour dans le futur, mais logiquement, Tu lui passeras le bonjour bah, écoute, en retard, du coup, je manquerai pas, c'est en ça. avance. Je manquerai pas à ça, je manquerai pas de lui passer. Bon, écoute, est-ce qu'il y a un dernier message que tu souhaiterais faire passer, Ellie, sur le podcast Ultra Talk? Euh, Globalement, de s'amuser dans le quotidien, de se lever le matin avec un plan de la journée qui fait kiffer, euh, de faire des choses qui nous animent, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, même si des fois ça fait mal aux jambes, même si des fois c'est dur. Je pense que de garder du plaisir dans le quotidien, c'est quelque chose de vraiment important. Bah, Voilà. écoute, je pense que ça sera le titre de l'épisode, Garder du plaisir dans le quotidien. Yes. C'est cool. En tout cas, un grand merci. On arrive sur la fin de l'épisode. Moi, je voulais te remercier parce que ça fait quand même quelques temps qu'on avait planifié ce rendez-vous C'est vrai. tous les deux. Puis entre-temps, il s'est passé plein de choses pour toi avec cette blessure, plein de choses pour moi aussi avec cette fracture du bras. Mais bon, comme toi, voilà, ça revient. Ouais. En tout cas, voilà, je suis très content de pouvoir partager ce moment-là avec toi. Je suis très content de pouvoir sortir cet épisode. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. J'invite Merci les personnes beaucoup. fidèles auditrices, auditeurs, à suivre ton évolution sur Insta, sur ton réseau justement où tu partages. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rouler ensemble parce que tu pédales. Et avec grand J'espère plaisir. qu'on aura l'occasion dans les mois ou dans les années à venir, déjà de t'accueillir sur une de nos épreuves, et puis de pouvoir C'est faire quelques noté, hein. kilomètres ensemble juste pour partager. Voilà. Trop bien. Un grand merci Ellie, Merci beaucoup, et Arnaud. je te dis à très bientôt, et à très bientôt à tous pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.